Hello à toi jeune malandrin. Aujourd'hui on va revenir sur ce boîtier, le Panasonic G9. Vous avez été nombreux à me demander des tips, des astuces, des réglages pour en tirer le meilleur. Et on va répondre à cette question maintenant. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Alors j'ai reçu beaucoup de messages et de commentaires sur le Panasonic G9, me demandant des astuces, des tips, des réglages, une façon de l'utiliser pour en tirer la meilleure qualité possible. Je vais donc vous faire un petit retour d'expérience sur mes réglages et ma façon de l'utiliser et de compenser certains de ses défauts pour en tirer le meilleur. Pour commencer, je vous mets des petites images d'un mariage auquel j'étais invité, j'étais même témoin de ce mariage. J'en ai profité pour faire quelques images et comme j'avais pas envie de ramener tout mon matériel professionnel, je me suis dit que le Panasonic G9 suffirait. J'ai donc intégralement filmé les séquences que vous voyez avec le Panasonic G9, avec une bague Speed Booster Viltrox et le Sigma 1835 f1.8. Ça vous donne une idée du type d'image qu'on peut tirer sur une config un petit peu run and gun. Encore une fois, j'étais pas sur un tournage pro, j'étais pas équipé avec mon GH5, etc. Pas de stabilisateur, tout intégralement filmé à la main avec le boîtier et une optique. Pour commencer, on va parler des réglages molette. Comme vous le savez, sur le G9, il y a un mode manuel vidéo, un mode C1, C2, C3. Sur le manuel vidéo, je suis en 120 images par seconde en Full HD. Sur le C1, je suis en 50 images par seconde en Full HD, 8 bits, 100 mégabits par seconde. En C2, je suis en 4K, 50 images par seconde, 150 mégabits seconde. Et en C3, je suis en 24 images par seconde, 100 mégabits seconde, toujours en 8 bits. Je ne tourne qu'en 8 bits. Je pourrais tourner en 10 bits, mais honnêtement, dans la plupart de mes utilisations, le 8 bits suffit. Sachez que ce mode C3, en 24 images secondes, etc., c'est ce que j'utilise pour tourner toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne, à l'exception de une ou deux et de celle-ci. Alors évidemment, quand on veut tirer une bonne image d'un boîtier, l'important n'est pas le boîtier, mais bien l'optique. Donc déjà, si vous voulez une bonne image, vaut mieux investir un petit peu plus cher dans une bonne optique. Le 1835 f1.8 de chez Sigma est une tuerie. D'ailleurs, je vous mets une vidéo par là, une petite fiche. J'ai fait une petite vidéo sur cet objectif que je trouve fantastique. Là par exemple, ce qui me filme la plupart du temps pour mes vidéos YouTube, c'est le 16 mm 1.4 de chez Sigma aussi, en monture micro 4 tiers. Donc voilà, privilégier une bonne optique. Vaut mieux avoir un petit zoom, comme le 18-35, hyper qualitatif, et avec ça vous pouvez déjà faire à peu près tout. Ensuite, la qualité d'image, ça passe aussi par le bitrate, en l'occurrence. Là, moi je vous ai dit, je suis en 100 à 150 mégabits seconde. Évidemment, plus on monte dans les mégabits par seconde, mieux c'est, mais avec une machine standard, si vous voulez pas trop galérer sur du montage, tout en tirant une bonne qualité, 100 mégabits seconde, c'est déjà pas mal. On va ensuite aborder une des parties mécaniques de ce boîtier, à savoir la stabilisation. Le capteur est stabilisé, il stabilise très bien, il a aussi beaucoup de défauts, j'en ai longuement parlé dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut retenir avec cette stabilisation, qui encore une fois est de très bonne qualité, mais parfois elle va un peu trop loin, c'est qu'il ne faut pas trop de focale courte. Quand une optique focale courte est montée dessus, typiquement un 18-35, quand on est à 18, il y a des effets de wobbling, ça veut dire que la personne par exemple que vous allez filmer devant vous sera nickel, mais derrière le fond risque de se tordre, la réalité va se tordre. Ça c'est irrécupérable en post-production. C'est dû au fait qu'en bougeant, avec une focale courte, le boîtier effectue des calculs en temps réel, et en réalité le capteur il bouge comme ça, et avec la lentille qui est devant, ça fait un effet d'optique qui donne l'impression que les murs sont en train de bouger comme ça, ce qu'on appelle le wobbling. Pour l'éviter, on évite d'abord les focales courtes, plus votre focale est courte, plus le wobbling est important. Alors, tout dépend des mouvements que vous allez faire. Si vous êtes statique et que vous bougez pas, même avec une focale courte, vous n'aurez pas de wobbling, vous aurez une image comme sur un trépied alors que vous tenez votre boîtier à la main. Avec une focale un peu plus longue, je dirais à partir de 30 mm, l'effet de wobbling est vachement atténué, voire quasiment inexistant. Les mouvements qui peuvent vous pénaliser avec ce G9, c'est les suivis. Vous allez suivre quelqu'un en marchant, il va avoir du mal, le boîtier, à faire son calcul en temps réel, et du coup vous risquez d'avoir du wobbling. Sur les panoramiques, ça marche plutôt pas mal, mais vous avez aussi un petit risque de déformation au début du mouvement et à la fin du mouvement. En gros, quand vous tentez une accélération
le capteur peut bouger un petit peu, et lorsque vous vous arrêtez, le capteur à l'arrêt peut bouger un petit peu. Donc pensez à faire un mouvement un peu plus ample, commencer un peu plus loin et terminer un peu plus loin aussi. Avec la stabilisation de déformation sur Premiere Pro, vous pouvez à peu près compenser, on verra pas trop le wobbling et vous aurez une stabilisation nickel. La stabilisation de ce boîtier est fantastique, mais elle a aussi plein de défauts. Mais si vous les connaissez, et une fois que vous serez un petit peu exercé avec, et que vous connaîtrez bien ces défauts, c'est hyper facile à compenser. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche, à savoir l'autofocus du Panasonic G9. Il y a eu une mise à jour dont je vous ai fait une vidéo, par là, je ne sais plus. Une mise à jour récente qui a grandement amélioré l'autofocus. Ça, c'est indéniable. Il y a un gap qui s'est fait avec cette mise à jour. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est encore très insuffisant. Sur du vlog, sur un boîtier qui est posé sur un trépied, comme quand je fais des vidéos YouTube qui me suit, c'est nettement mieux et ça le fait. Dès lors que vous allez filmer quelqu'un, vous allez bouger, vous déplacer, qu'il y aura des mouvements rapides, il va être dans les choux. En réalité, j'ai pu tester beaucoup de choses depuis cette mise à jour avec ce boîtier, et mon constat reste le même qu'au début, c'est-à-dire qu'effectivement, le tracking sur votre écran, la petite croix qui se situe au niveau de l'œil, elle vous suit en temps réel, c'est-à-dire que vous bougez comme ça, elle vous suit nickel. En réalité, les moteurs autofocus des objectifs, pourtant cet objectif-là est assez récent avec des très bons moteurs autofocus, l'information a du mal à communiquer et du coup l'autofocus lui n'est pas aussi réactif que l'intelligence artificielle dans le boîtier qui vous voit. Donc finalement, votre écran et votre boîtier arrivent à faire la mise au point en temps réel, à une très haute vitesse, mais l'information et la communication au niveau de l'objectif ne se fait pas à la bonne vitesse, ce qui fait que sur des mouvements assez amples, assez doux, assez souples, vous perdez pas le focus. Dès que quelqu'un se met à bouger un petit peu, c'est foutu, il part dans les choux, il a du mal à retrouver. Je vous conseille donc le focus manuel. Pas avec cette optique, ces optiques-là, c'est horrible pour ça, c'est des espèces de mise au point électronique, c'est nul. Sur la plupart des optiques un petit peu plus anciennes, ou encore beaucoup de constructeurs les font, sur le Sigma 1835 par exemple, on est encore sur une mise au point manuelle purement mécanique, et moi je vous conseille vraiment, si vous voulez être sûr de ce que vous faites, si vous voulez être sûr de la netteté, si vous voulez être sûr de vos suivis et de vos transitions de focus, faites en manuel. C'est la meilleure manière non seulement d'apprendre, de progresser, et au moins vous ne serez pas déçus, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, parce que sur un petit écran comme ça, ou un petit viseur, des fois on a l'impression que c'est bon, et quand on dérush, on se rend compte que la moitié des plans sont foutus parce qu'ils sont flous, et c'est juste rageant. Donc, focus manuel avec le G9. Les outils que moi j'utilise avec mon Panasonic, notamment pour cette mise au point manuelle, ça va être notamment le picking. Le picking de Panasonic est plutôt très bon, je vous invite à l'activer. Il y a différentes couleurs qui existent, et différents niveaux de précision aussi. Moi je vous conseille de mettre tout au max. Selon la scène, de mettre une couleur qui va beaucoup contraster. Si vous êtes sur un fond plutôt blanc, mettez plutôt du rouge, ça va ressortir, et c'est un outil fantastique qui vous permet d'être net à tous les coups. De même, pensez à activer les zébras. Les zébras, ce sont des petites zébrures qui se mettent sur votre image aux endroits où vous êtes surexposé. Vous pouvez les régler à 100% et à 80%, il me semble. Moi, en général, je les mets à 100. Je vous invite à faire ça. Parfois on a l'impression qu'on est bien et le retour écran n'étant pas fantastique, le fait d'avoir les zébras, ça vous permet rapidement de voir là où vous êtes surexposé, et n'oubliez pas, pour avoir une bonne image plus facile à rattraper en post-production, il vaut mieux exposer pour les hautes lumières, donc il vaut mieux que votre ciel tout blanc soit un peu moins tout blanc, et ce sera plus facile derrière de rattraper un visage qui est un petit peu sombre. Dernier outil que je vous conseille vraiment, c'est la bulle. La bulle, c'est le niveau, vous voyez, c'est cette petite barre qui bouge. Et en réalité, ce boîtier est fantastique parce qu'il a cet écran sur rotule. Le problème de l'écran sur rotule, c'est que quand on tourne, on a tendance du coup à ne se fier qu'à son écran, et par réflexe, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais visiblement tout le monde a le même problème, on a tendance légèrement à ne pas être droit quand on filme, parce que on filme par rapport à ce qu'on voit à l'écran, à notre cadre, et en fait on a tendance à légèrement pencher le boîtier, ce qui fait que beaucoup de vos images vont être un petit peu tordues. Alors tout est recadrable via Premiere Pro et n'importe quel autre logiciel de montage, mais c'est une perte de temps considérable, et moi je pars du principe qu'on ne peut pas laisser une image avec des immeubles qui sont comme ça fait pas très pro, ça fait pas très propre, c'est pas très cool. Donc moi je vous conseille soit d'avoir l'écran comme ça quand vous tournez, soit de faire à l'œil, et surtout d'utiliser le niveau à bulle, ça vous permettra d'avoir toujours des plans qui sont cadrés de façon nickel.
Dernier élément, et pas des moindres, c'est le profil colorimétrique. C'est ce qui va donner les couleurs et la patte et le caractère de votre image. La colorimétrie, c'est quelque chose d'assez complexe, d'extrêmement vaste, qui peut être extrêmement simple. Si vous mettez un profil standard, vous aurez une image assez classique avec des couleurs un petit peu saturées, beaucoup de contraste. Si vous voulez retravailler votre image en post-prod, lui donner du caractère, lui donner votre style, quelque chose qui vous ressemble, il y a plusieurs possibilités. Il y a le log. Le log, c'est un format de colorimétrie extrêmement décontrasté, désaturé. Quand on tourne en log, l'image, elle est ultra grise, grisâtre, pas du tout esthétique, mais elle permet de récupérer beaucoup de dynamique, beaucoup de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Sur Panasonic, le log, sur ce G9, il faut l'acheter en plus. Il me semble qu'il coûte 100 €. Voilà, si vraiment vous avez envie de faire de l'étalonnage à un niveau un petit peu poussé, je vous conseille d'aller sur du log. Sachez que le log de Panasonic n'est pas le plus simple à étalonner et à exposer dès le départ. Je vous invite à aller voir les vidéos de Mathieu Misaraka qui a parlé de ce log il n'y a pas très longtemps et qui explique de la bonne manière de l'exposer, mais ça reste quelque chose qui n'est pas fait pour les amateurs. Il faut vraiment s'y intéresser et s'y mettre à fond pour pouvoir profiter à fond de cette colorimétrie. Moi personnellement, j'utilise pas le log parce que c'est trop long d'étalonner du log, ça me prend le chou. Je préfère utiliser un semi-log, c'est-à-dire un profil intermédiaire. Il y en a deux sur Panasonic, le Cinelight V et le Cinelight D. Personnellement, j'utilise le Cinelight D, c'est-à-dire que c'est un semi-log. C'est-à-dire qu'il a tendance à désaturer, décontraster, etc. Il permet un petit peu de latitude en post-production, remettre un petit peu de couleur, donner un ton particulier à vos images. Mais on n'est pas complètement grisâtre. Ça permet, c'est-à-dire que même si vous voulez pas étalonner, les images en soi sont déjà exploitables. Elles sont peut-être un petit peu fades, mais elles sont exploitables. Donc moi j'utilise le Cinelight D avec des réglages précis que je vais vous dire maintenant. Vous pouvez donc personnaliser votre Cinelight D avec des réglages de contraste, de netteté, de saturation et de réduction du bruit. Moi j'ai tout mis à -5. C'est comme ça que je préfère tourner. Je tourne, je mets tout à -5 et après, sur Premiere Pro, je remets du contraste, je remets de la saturation, je remets de la netteté, et si je dois appliquer une réduction de bruit, je préfère le faire moi-même. Pourquoi est-ce que la réduction de bruit, je la mets à -5 ? Je ne fais pas confiance à la réduction de bruit des boîtiers. En général, elles sont trop agressives et elles dégradent la qualité de l'image. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec des logiciels externes, par exemple Nit Video sur Premiere Pro que moi j'utilise. Si vous êtes sur DaVinci Resolve, je sais que le plugin de DaVinci de réduction de bruit est vraiment très très bon. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser celui du logiciel plutôt que celui de votre boîtier, vous y perdrez beaucoup moins en qualité. Moi perso, sur mon étalonnage, je fais un teal and orange léger, donc je rehausse un peu les contrastes, j'ajuste un petit peu la lumière, et après je mets une lutte teal and orange qui est assez douce et que je la mets qu'à 30%. C'est une manière de rehausser un petit peu les tons un petit peu plus chaleureux et ça donne un caractère très léger à l'image. J'ai pas envie de faire une image cinéma ultra poussé et très saturé, je rehausse juste à 30%, et en tout cas moi ça me correspond, donc à vous de voir ce qui vous fait vibrer. Et voilà, c'est fini pour moi, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je suis réactif dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, sur des réglages, sur des conseils, ou voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'ici on parle de vidéos, on parle beaucoup de vidéos de mariage, de prestations professionnelles, mais on parle de vidéos en général, de photos, on parle de matériel, Panasonic, Sony, Fujifilm, voilà, n'hésitez pas à me suivre, plus on est nombreux, plus on rit. Allez, prenez soin de vous, salut.